Martin Dermine, bonjour. Vous êtes chargé de campagne chez PanEurope. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et présenter du coup ce qu'est PanEurope? Oui, donc je suis vétérinaire de formation et également apiculteur depuis l'âge de 14 ans. Je travaille chez PanEurope depuis une dizaine d'années, au début principalement sur la mortalité des abeilles et des abeilles liées aux pesticides. Et puis, je me suis intéressé à d'autres sujets, entre autres des sujets liés aux problèmes de conflit d'intérêts des agences européennes vis-à-vis de l'industrie des pesticides. Alors justement, Et PanEurope, donc, pardon, vas-y. PanEurope. Oui, et donc PanEurope, donc c'est le réseau européen d'action contre les pesticides. Nous sommes présents dans la plupart des pays européens avec des membres tels que Génération Future en France. Et nous œuvrons pour faire remplacer les pesticides progressivement par des alternatives écologiques, que ce soit dans les milieux agricoles, mais également au niveau des villes et des communes. En France ou en Belgique, on a de la chance parce que les pesticides sont interdits en pulvérisation dans les parcs, sur les trottoirs, mais dans de très nombreux pays européens, ils sont toujours autorisés. Donc nous travaillons à plusieurs niveaux et également beaucoup sur la toxicité des pesticides, sur l'homme et l'environnement et tous les problèmes liés au conflit d'intérêts, donc entre des experts qui travaillent pour des agences européennes ou des agences nationales et l'industrie des pesticides. Alors justement, PanEurope a sorti récemment un rapport sur les liens qui existent entre les experts, le panel de l'EFSA et justement les décisions qui étaient prises à l'intérieur de l'agence. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte dans lequel ce rapport a été pensé? Oui, effectivement, nous observons depuis un certain nombre d'années que l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, donc l'EFSA, c'est l'agence européenne qui fournit des avis scientifiques à la Commission européenne. Et sur base de ces avis, les pesticides vont être autorisés ou interdits ou restreints dans certains cas. Et donc, nous avons constaté depuis une quinzaine d'années que l'EFSA elle-même crée ses propres politiques d'évaluation des pesticides qui sont pas vraiment en ligne avec le règlement pesticides, le règlement européen sur les pesticides. Et donc, en étudiant pourquoi un certain nombre de pesticides hautement toxiques, notamment des pesticides dont les métabolites, donc ça veut dire les produits de dégradation naturelle des pesticides, étaient connus et répertoriés, classés comme cancérigènes. Nous avons essayé de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là alors que le règlement sur les pesticides interdit l'exposition des humains à des produits cancérigènes. Et donc en étudiant, en remontant petit à petit les différents chemins qui ont mené à l'autorisation de ces pesticides, nous avons constaté que progressivement, l'EFSA a mis en place ses propres politiques d'évaluation des pesticides qui sont contraires au règlement européen. Et l'EFSA, progressivement également, a adopté des approches qui sont promues depuis 20 ans par l'industrie des pesticides. Et pour ce faire, en fait, l'EFSA n'a pas toute l'expertise nécessaire pour l'évaluation des pesticides, pour mettre en place des lignes directrices. Et donc, l'EFSA a mis en place des groupes de travail pour créer ces lignes directrices. Et ce qu'on a pu observer par nos recherches, c'est que ces groupes de travail sont truffés de soi-disant experts qui sont des scientifiques qui travaillent ou qui ont travaillé pour certains lobbies de l'agro-industrie, d'une part, et d'autre part, on retrouve dans les groupes de travail des fonctionnaires des États membres, des fonctionnaires nationaux qui sont demandés à remettre des avis sur des sujets comme la génotoxicité, donc la toxicité sur nos gènes, ou des avis sur la cancérogénicité, alors que ces personnes n'ont aucune formation, aucune expérience scientifique, aucune publication scientifique pour justifier leur présence dans ces comités.
Alors, Et donc, en mettant en évidence cela, on comprend mieux que, enfin, ça met en évidence clairement qu'il y a une pression et une infiltration de l'industrie des pesticides au sein même de l'agence européenne. Alors, je voudrais revenir sur un point que vous avez mentionné, c'est le fait que l'EFSA fasse ses propres politiques d'évaluation des pesticides. Alors déjà, pour clarifier un petit peu les choses, l'EFSA, a priori, c'est une agence sanitaire qui est chargée de l'application du règlement européen sur les pesticides. Elle n'est pas censée l'écrire elle-même. Donc, en fait, on est face là à une forme de renversement institutionnel, un petit peu en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur ce renversement institutionnel? Alors, pour nous, on ne pense pas qu'on puisse parler complètement d'un renversement institutionnel dans le sens où l'EFSA, donc le règlement sur les pesticides est très clair. L'être humain ne peut être exposé à des pesticides cancérigènes ou génotoxiques. Mais le règlement ne fournit pas les outils pour évaluer qu'est-ce que c'est une exposition à un pesticide cancérigène. Ils ne fournissent pas les éléments nécessaires à définir exactement quelle est la génotoxicité, etc. Et une grande partie des lignes directrices qui permettent de classifier les pesticides, de déterminer s'ils sont toxiques ou non pour l'homme, c'est l'EFSA qui a une certaine liberté pour les établir. Et donc l'EFSA s'entoure d'experts en faisant des groupes de travail, mais systématiquement on observe que les meilleurs experts, et il y en a certains qu'on connaît qui nous ont déjà dit, moi j'ai postulé pour être dans ce groupe, alors que ce sont des experts qui publient activement, qui sont présents dans les journaux scientifiques. Eux sont rejetés, mais par contre, les experts liés à l'industrie sont inclus. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi. On a demandé à l'EFSA ces évaluations des experts pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils acceptaient tel expert et pas tel autre. Et ça, l'EFSA n'a jamais voulu nous répondre. Alors que normalement, d'après la loi européenne, ils sont obligés de nous fournir les évaluations si on les leur demande. Alors du coup, pour clarifier le fonctionnement, concrètement, l'EFSA, pour évaluer la toxicité des pesticides, entre autres, elle fait appel à des groupes de travail de scientifiques, d'experts. Et en fait, ce que vous avez montré avec votre rapport, c'est qu'il y a un souci dans la manière dont ces experts sont choisis. Donc déjà, comment est-ce que vous avez fait pour accéder à l'information sur ces groupes de travail? Alors, les groupes de travail sont publiés sur le site de l'EFSA et les minutes des réunions également, mais souvent de façon extrêmement succincte. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait des demandes d'informations à l'EFSA. La loi nous permet d'avoir accès à beaucoup plus d'informations que ce qui est disponible sur le site web de l'agence. Et on leur a demandé d'avoir les PV détaillés des réunions. On leur demande de nous envoyer les emails d'échange entre experts, entre les experts et l'EFSA, entre l'EFSA et la Commission européenne. Et on a demandé également les fiches de sélection des experts et les rapports du comité de sélection qu'on n'a pas eu. Donc l'EFSA, elle, ne joue pas le jeu de la transparence alors que la loi le lui impose. Ce qui est un petit peu ironique parce que effectivement, par exemple, ils ont adopté, ils ont beaucoup parlé à la fin du mois de mars là, de l'adoption du nouveau règlement sur la transparence. Dans les échanges que Secret Toxic a avec eux aussi, ils parlent beaucoup de leur intérêt pour la transparence. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on voit bien dans votre rapport au début, c'est que vous expliquez que ça a été assez compliqué, qu'il y a eu du temps à ce que l'EFSA réponde. Il y avait un délai, c'est ça, dans lequel il était censé répondre, et ça a été beaucoup plus long que prévu. Alors, la loi, lorsqu'on fait des demandes d'informations très, très volumineuses, la loi autorise l'EFSA à ne pas nous fournir tout ce qu'on demande dans le délai de 3 semaines imparti. Ils peuvent échelonner la fourniture des documents et ça, c'est compréhensible parce qu'alors, il suffirait, si l'industrie ou même les ONG voulaient saboter leur travail, on ferait 10 demandes d'informations en même temps et la moitié de leurs employés seraient obligés de travailler dessus. Donc,
Ça, c'est compréhensible. Par contre, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'ils ne nous fournissent pas tous les documents qu'on demande. Régulièrement, lorsqu'on demande des documents à l'EFSA, ils noircissent. Bon, ils noircissent les noms de personnes, de leurs employés pour les protéger, ça on comprend, mais ils noircissent beaucoup plus que ce qu'ils ne devraient noircir. Mais nous, n'étant pas en possession des documents originaux, il nous est difficile de contester les pratiques de l'EFSA. Et donc, effectivement, l'EFSA fait un énorme travail depuis plusieurs années pour valoriser son image, pour montrer tout le travail qu'ils font sur les abeilles, ça ils en sont très fiers, de montrer tout le travail qu'ils font sur la transparence, ils communiquent beaucoup, beaucoup, mais après les problèmes de base qui sont les conflits d'intérêts perdurent et on l'observe également, pas que dans les groupes de travail, on observe également dans les employés de l'EFSA, des personnes qui ont un CV quand même très, très orienté industrie, sont engagés par l'EFSA et on peut en voir les conséquences dans les choix, les orientations politiques que cette agence scientifique fait. Alors du coup, pour revenir sur les groupes de travail justement que vous avez étudiés, comment est-ce que vous avez choisi ces groupes de travail et comment est-ce que vous avez étudié, quelles sont les questions que vous posiez par rapport à ces groupes de travail? Donc, en voulant mieux comprendre pourquoi un certain nombre de pesticides avaient été autorisés, on a remarqué que dans la littérature scientifique et même dans les dossiers d'évaluation, il y avait des informations liées à la génotoxicité de ces produits. Donc la génotoxicité, ça veut dire que ces molécules peuvent abîmer nos gènes et ça peut amener au développement de cellules tumorales, de cancer. Et donc, nous avons voulu mieux comprendre pourquoi est-ce que certains pesticides, comme l'hydrazine maléique, dont un des métaboliques est classé par l'Europe comme étant cancérigène, ont été autorisés. Et donc, nous avons essayé de comprendre pourquoi comment l'EFSA avait mis en place tous ces mécanismes de seuil qui lui permettent de dire « Ah non, en dessous d'un certain seuil, ce n'est pas cancérigène », ce qui est contraire à la loi. Et progressivement, on voit qu'en fait, c'est un lobbying qui ne date pas d'hier, hein. Il date depuis 15 ans au sein de l'EFSA pour promouvoir des approches de l'industrie qui ont été inventées par l'industrie et qui ont été incorporé dans le travail de l'EFSA. Et donc, le règlement pesticides est très clair et indique qu'il ne faut pas autoriser de pesticides qui sont génotoxiques, mutagéniques ou toxiques pour la reproduction ou des perturbateurs endocriniens. Et par ces approches, l'EFSA prétend que pour certains métabolites, on peut accepter une certaine exposition de la population, que ce soit au niveau de l'environnement, quand on habite proche d'un champ pulvérisé, ou dans les résidus de pesticides qu'on retrouve dans nos aliments. Donc, dans la composition justement de ces groupes de travail, ils sont décidés les méthodes avec lesquelles l'EFSA va travailler. Vous avez analysé un petit peu les CV justement des experts interrogés et les résultats sont quand même assez impressionnant et inquiétant parce que vous avez montré finalement que on a entre la moitié et les 3/4 des experts invités qui sont déjà, comme vous le disiez au départ, qui sont pas les meilleurs scientifiques qui sont présents dans le champ académique, ce dont on pourrait a priori être en droit d'attente d'une agence sanitaire qui est censée garantir la protection des citoyens. On voudrait le meilleur, quoi. Et aussi, il y avait des scientifiques qui avaient un certain nombre de liens avec des groupes d'intérêt industriels, dont quelque chose qui s'appelle l'ILSI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup? Oui, effectivement, c'est ça qui est vraiment lamentable, c'est que ce n'est pas notre premier rapport qui met en évidence les conflits d'intérêts dans les groupes de travail ou même dans le personnel de l'EFSA. Et nous constatons que ça n'évolue pas favorablement. L'ILSI, donc c'est l'Institut international sur les sciences de la vie, c'est un beau titre, mais derrière l'ILSI, en fait, on retrouve Bayer, Monsanto, Coca-Cola, toute l'agro-industrie. Et
des gens qui sont liés à l'ILSI, on en retrouve dans le personnel de l'EFSA, mais aussi dans les groupes de travail qui sont formés. Et finalement, c'est toujours les mêmes scientifiques qui ne publient pas activement, mais qui vont se retrouver, que ce soit à l'EFSA, au Codex, donc Codex Alimentarius, qui définit les normes de résidus de pesticides dans les aliments, ou à l'Organisation mondiale de la santé. Et ils tournent. On a réussi à s'en débarrasser en partie au niveau de l'EFSA, mais on va les retrouver à l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il y a vraiment une énorme pression de ces lobbyistes. L'industrie a évidemment beaucoup de moyens, donc ils les payent. Et in fine, un des problèmes, c'est que l'EFSA ne rémunère pas correctement les experts des groupes de travail. Et donc, un autre problème, c'est que peu d'experts indépendants, de réels experts, postulent pour faire partie de ces groupes de travail. Il y en a, ils ne sont pas incorporés, mais sinon, le reste des experts, ce sont des personnes qui sont soit rémunérées par l'industrie, soit des fonctionnaires. Mais oui, c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à cette situation-là parce que, bon, alors, vous avez donné quelques éléments, mais est-ce que vous pouvez en dire plus? Bien, une des causes selon nous, de la présence de lobbyistes de l'agro-industrie dans ces groupes de travail, c'est évidemment le processus de sélection de l'EFSA. On en a déjà parlé en long, en large avec eux. Ils nous disent oui, mais on n'a pas d'experts, d'académiques qui publient dans les revues, qui postulent chez nous, etc. Mais ce n'est pas une raison pour prendre des mauvais experts ou des experts qui ont des conflits d'intérêts. Alors, il faut trouver d'autres solutions, surtout à l'heure actuelle. Maintenant, avec la crise du Covid, on se rend très bien compte que les réunions en ligne se passent très bien. Et donc, il ne faut pas grand-chose pour mobiliser des experts qui habitent aux États-Unis ou ailleurs dans le monde et qui ne peuvent pas prendre le temps de voyager. Un deuxième problème, c'est que les experts sont dédommagés uniquement pour la journée de travail ou la demi-journée de travail qui passe avec l'EFSA. Tout le travail préparatoire d'évaluation des dossiers n'est pas du tout dédommagé, ce qui n'incite pas non plus des scientifiques indépendants qui doivent publier pour survivre et également leurs universités à accepter qu'ils aillent travailler dans ces groupes de travail. Donc ici, on constate que l'EFSA a reçu un doublement de son financement de la part de la Commission européenne, ce qui est très bien, mais ils n'ont toujours pas l'intention de rémunérer correctement les experts et évidemment de mieux les sélectionner. Donc ça tient juste à des histoires de rémunération à la fin. J'imagine qu'il y a une pression quand même des lobbies industriels pour réussir à placer leurs experts, mais l'EFSA est censée se placer en arbitre justement et pas les laisser complètement envahir les groupes de travail comme vous avez constaté qu'ils le sont. Mais c'est pas non seulement que l'EFSA ne devrait pas les laisser complètement les envahir, c'est qu'ils devraient en être bannis. Et l'EFSA devrait activement aller chercher des scientifiques indépendants qui n'ont pas de lien avec l'industrie. Mais ça, on le leur a déjà proposé. Et ils refusent de le faire en disant qu'ils ont soi-disant des règles très strictes où ils font des appels et postulent qui veut. Et évidemment, les experts liés à l'industrie sont payés par le secteur privé et donc eux peuvent se permettre d'y aller et d'insuffler leurs idées en lien également avec des employés de l'EFSA qui ont travaillé également pour l'ILSI, ce lobby de l'agro-industrie. D'accord. On va prendre un exemple justement sur comment cette dynamique-là, elle influence le travail des groupes de travail de l'EFSA. Vous avez parlé justement tout à l'heure des effets de seuil. Alors, du coup, est-ce que je vous laisse décrire ce que c'est. Donc, pour un certain nombre de substances, la législation européenne est très claire. Pour les substances mutagéniques, génotoxiques, donc qui détruisent, qui abîment nos gènes, qui entraînent des mutations, qui peuvent entraîner des cancers, donc les substances cancérigènes, les perturbateurs endocriniens, les substances qui sont toxiques pour la reproduction,
on peut tolérer aucune exposition à ces pesticides parce que la science a mis en évidence qu'il n'y a pas de seuil minimal de sécurité. La moindre exposition à une substance mutagène peut entraîner, même si c'est à très 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 faible dose, peut entraîner une mutation qui va entraîner un cancer chez l'être humain. Donc là, la loi est très claire. Mais le lobby de l'agro-industrie et le lobby des produits chimiques, depuis 20 ans, milite contre cette loi européenne et invente toute une série d'approches, de nouvelles méthodes pour mettre en évidence qu'en fait, il y a un seuil tolérable pour ces pesticides. Ils utilisent des modèles mathématiques, des modèles statistiques qui sont complètement farfelus, très très faibles, qui prennent pas du tout en compte la fragilité des enfants, la fragilité du fœtus, de la femme enceinte, la fragilité des personnes âgées, et qui vont donc amener à une autorisation quand même de ces pesticides. Et ça, c'est contraire à la loi. Nous l'avons déjà signalé à l'EFSA, nous l'avons signalé à la Commission européenne, mais on constate qu'ils font la sourde oreille et ça les arrange parce que ça permet de maintenir sur le marché une certaine quantité de pesticides qui autrement seraient interdits. Et donc, tous ces modèles, clairement, sont développés par l'industrie. C'est elle qui les propose à l'EFSA et qui convainc progressivement l'EFSA de les inclure dans son travail. Et ça fonctionne très bien. Ça prend du temps. Ça met 15 ans à être là, mais c'est bien présent et validé par l'EFSA. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on a un travail scientifique indépendant qui montre que pour certains types de pesticides, il n'y a pas de seuil minimal qui soit tolérable pour un être humain et que c'est dangereux dès les premières molécules, en quelque sorte. Et à côté de ça, on a l'industrie qui développe un modèle qui n'est pas du tout reconnu par le champ scientifique, mais qui, en envahissant du coup les groupes de travail de l'EFSA, finit par parvenir à les faire établir comme la manière d'évaluer la dangerosité des pesticides. Et du coup, on se retrouve avec une manière de réguler les produits chimiques qui finalement va à l'encontre de la science qui est acceptée dans tout le reste du monde, à part dans l'évaluation de l'institution qui évalue légalement la dangerosité de ces produits-là. Alors, ces règles, cette approche de travailler que l'EFSA a mis en place, va non seulement à l'encontre des publications scientifiques, mais également va à l'encontre du règlement européen sur les pesticides. Et c'est là où il y a un énorme problème que nous avons voulu mettre en évidence en écrivant ce rapport. C'est que malgré nos courriers à l'EFSA et à la Commission européenne, malgré des courriers de sociétés scientifiques indépendantes envoyés à la Commission européenne, rien ne change. Et donc, finalement, on se retrouve avec dans notre environnement, dans nos aliments, des pesticides ou leurs résidus qui légalement devraient être interdits et pour lesquels la Commission européenne et les États membres ferment les yeux. On va prendre un autre exemple. Il parle de contaminants inévitables. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a fonctionné pour cette notion-là ? Alors, il faut savoir que l'EFSA a une approche très industrielle de l'agriculture. Et donc, pour eux, les pesticides sont obligatoires, sinon on va tous mourir de faim, bien que de nouveau des publications scientifiques ont mis en évidence qu'il est possible de nourrir l'Europe et l'humanité sans utiliser de pesticides de synthèse. Et donc, pour eux, ils partent du principe que on ne peut pas faire sans pesticides. Et à partir du moment où ils détectent une cancérogénicité, par exemple, ou une génotoxicité dans certains métabolites des pesticides, donc les métabolites sont les produits de la dégradation naturelle des pesticides, et que donc ces pesticides cancérigènes ou mutagènes devraient être interdits, l'EFSA considère que comme c'est inévitable d'y être exposé, il faut trouver un moyen quand même de les autoriser, et c'est pour ça que l'EFSA a mis en place tous ces groupes de travail pour définir des soi-disant seuils acceptables, mais qui n'ont jamais été validés scientifiquement. Donc, au lieu de dire, voilà, le pesticide est cancérigène, on ne peut pas l'utiliser,
en respectant la loi et parce que de toute façon, il y a plein d'alternatives à ces pesticides, on trouve un moyen de les faire autoriser. Et un exemple, c'est l'hydrazine maléique, qui est en fait une poudre qu'on pulvérise sur les pommes de terre pour les empêcher de germer, qui est extrêmement utilisée par l'agro-industrie pour que les gens puissent consommer des pommes de terre bien fermes, sans germes, toute l'année. Et ce pesticide est très, très, très bon marché pour l'industrie. Donc, il y a une énorme pression de l'industrie de la pomme de terre, notamment pour le conserver. Eh bien, un de ces métabolites, l'hydrazine, est mutagène, est classifié comme tel, et donc le tout devrait être interdit. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne récemment confirme que ça devrait être interdit, mais il est autorisé et pour le moment, rien ne se passe. Donc, nous souhaitons réellement que notre rapport aide à faire bouger les lignes et à faire interdire ce pesticide. Et qu'est-ce qui fait qu'il est toujours autorisé, justement, ce pesticide sur les pommes de terre ? Il est toujours autorisé parce que malgré le fait que l'hydrazine présente une toxicité excessive et contraire à la loi, mais l'EFSA a déclaré qu'il existait un seuil tolérable pour l'exposition des êtres humains, même si c'est complètement illégal à nos yeux. Et un dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est celui de la manière dont est utilisée l'argumentation du bien-être animal. Donc, c'est-à-dire que c'est décrit dans votre rapport, c'est-à-dire que les industriels mettent en avant la nécessité, des thématiques de bien-être animal, et ils sont également alliés avec des ONG qui s'occupent du bien-être animal pour limiter les tests in vivo, donc les tests sur des souris, pour autoriser ces pesticides, en disant on ne peut pas faire tous ces tests, c'est inhumain de faire tous ces tests sur ces rats de laboratoire. Oui, alors nous on est d'accord que c'est inhumain de faire tous ces tests sur les animaux de laboratoire et le meilleur moyen d'arrêter de les faire, c'est d'arrêter d'utiliser des pesticides de synthèse. Ça réduirait drastiquement les tests. Une autre façon d'éviter ces tests, c'est d'utiliser les tests qui existent déjà, de laboratoire, mais sans animaux, donc dans des cultures cellulaires, par exemple, et qui sont extrêmement efficaces, extrêmement sensibles pour identifier la cancérogénicité, la génotoxicité, l'immunotoxicité, donc la toxicité sur notre système immunitaire de ces pesticides. Mais ces tests étant très efficaces, l'industrie va dire « Ah mais non, c'est pas sûr, il y a certainement des seuils tolérables, on ne peut pas utiliser des tests trop sensibles, évidemment. » Et donc, pour le moment, la seule solution pour assurer une protection minimale pour l'être humain, c'est de continuer à utiliser des rongeurs de laboratoire pour essayer de détecter les pesticides qui sont les plus cancérigènes. Mais il faut bien se rendre compte que même sur les rongeurs de laboratoire, les tests ne sont pas complètement fiables, ne durent pas assez longtemps, par exemple, pour détecter tous les cancers ou tous les problèmes endocriniens. Et donc, in fine, le cobaye, c'est nous, les êtres humains, et l'environnement pour ce qui est de la toxicité environnementale. Donc, effectivement, l'agro-industrie finance des lobbies du bien-être animal. La Commission européenne utilise allègrement cet argument, mais à chaque fois qu'on leur dit « OK, on arrête les tests », mais soit on arrête les pesticides de synthèse, soit on utilise les tests in vitro sans animaux, mais qui sont hautement plus sensibles, là ils sont contre leur utilisation. Donc, il y a clairement une hypocrisie dans le chef de la Commission européenne et une fois de plus, ils ne respectent pas le règlement sur les pesticides qui impose qu'on donne priorité à la santé humaine et à l'environnement sur toute autre considération. Alors, et du coup, par rapport à ce rapport, comment est-ce qu'il a été reçu? Est-ce que vous avez eu un petit peu des retours de politique? Et quelles sont les suites que vous percevez qui vont avoir lieu ou que vous avez l'intention de donner? Donc pour le moment, il y a eu des retours
uniquement dans la presse et sur les réseaux sociaux. L'EFSA, évidemment, se défend de tout conflit d'intérêts et fait son travail pour essayer de garder une image correcte. Maintenant, nous sommes en train d'entrer en dialogue avec l'EFSA, avec la Commission européenne et également avec des parlementaires européens pour faire avancer les choses. Ce qui a été mis en évidence de nouveau dans ce rapport, ça a été pas mal repris dans la presse, mais c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. C'est quelque chose contre lequel nous nous battons depuis au moins 10 ans. Mais maintenant, il faut vraiment que les choses bougent et on compte vraiment sur le Parlement européen pour nous aider à obtenir les fiches de sélection, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que des lobbyistes de l'industrie se trouvent dans ces groupes de travail et des fonctionnaires qui n'ont aucune expertise dans la matière concernée et également faire changer les pratiques, supprimer toutes ces règles de seuil que l'EFSA a mis en place et amener à un système beaucoup plus strict et surtout beaucoup plus en phase avec le règlement européen sur les pesticides qui veut une protection maximale des humains et qu'on ne puisse pas être exposé à des substances cancérigènes. Et le rapport parle carrément de refaire l'EFSA de fond en comble. Alors l'EFSA, effectivement, a un grand problème dans le sens où il y a des experts de très très grande qualité au sein de l'EFSA, mais il y a également, surtout dans les instances supérieures, des personnes qui ont travaillé pour l'ILSI, donc l'Institut international des sciences de la vie, qui est financé par l'agro-industrie. On a des personnes qui ont travaillé toute leur vie comme fonctionnaires et donc qui font plus de la politique que de la science, alors que c'est une agence complètement scientifique. Et effectivement, l'EFSA, pour nous, fait un travail, investit énormément dans son image, mais on voit que malgré notre travail sur l'EFSA, il n'y a pas d'amélioration de la qualité de leur travail, et notamment au niveau des conflits d'intérêts. On retrouve là aussi une certaine convergence avec les constats qu'on peut faire à Secret Toxique, au sens où il y a pas d'évaluation des effets carcinogènes, des effets de toxicité à long terme sur les pesticides qui sont mis sur le marché. Et donc, du coup, on a pu se retrouver avec des produits qui étaient censés contenir du vinaigre et de l'acide de géranium, qui en fait contenait de l'arsenic, du pétrole et toutes sortes d'horreurs. Tout à fait. Alors, bon, là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que l'EFSA, effectivement, base une grande partie de son travail uniquement sur une molécule, la substance active, par exemple le glyphosate, et prend seulement très modérément en compte les informations du produit complet, en se cachant derrière le fait qu'au niveau européen, seule la substance active est autorisée et qu'après, c'est du ressort des États membres d'évaluer toute la formulation, donc dans le cas du glyphosate, le Roundup. Maintenant, il existe de nouveau dans le règlement sur les pesticides une obligation de prendre en compte toutes les données scientifiques, une obligation d'évaluer le pesticide dans son entièreté, donc formulation comprise, et l'agence européenne doit utiliser toutes les informations scientifiques disponibles. Donc, elle n'a pas d'excuse pour se cacher là derrière, et notamment aussi quand on sait qu'au niveau national, alors il y a certains États membres, surtout les gros États membres comme l'Allemagne ou la France, qui ont des agences scientifiques quand même relativement robustes. Je ne dis pas qu'elles font bien leur travail pour autant, mais qui ont quand même du personnel, une expertise importante, et dans lesquelles on voit de temps en temps des avancées positives. Par exemple, l'ANSES, qui l'année passée avait suspendu plus de la moitié des formulations à base de glyphosate en France, à cause de doutes sur la génotoxicité, justement. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Mais les agences de plus petits pays, et notamment des pays d'Europe de l'Est, elles n'ont pas du tout les capacités
et donc autorise tous les pesticides qui passent sans aucune restriction. Et donc, il y a un gros problème de protection des Européens. Et alors, l'autre problème également, c'est tous les ingrédients non déclarés, comme les métaux lourds ou autres, et pour lesquels il n'y a pas de recherche, indépendante par les autorités européennes. Et ça, c'est tout simplement scandaleux. Et puis vous parlez de la suspension de certaines formulations au glyphosate du fait d'une génotoxicité qui s'est avérée, mais cette génotoxicité elle a été découverte a posteriori, c'est-à-dire après que le produit ait été mis sur le marché pendant un certain temps et que il y a pu avoir une exposition d'un certain nombre de personnes à ce produit-là. Oui, effectivement, en fait, c'est tout le problème des pesticides, c'est que ils sont autorisés parce que à un moment T, on a certains tests et que les pesticides passent à travers les mailles du filet que représentent ces tests. Et puis, 20 ans plus tard, on a quand même amélioré progressivement le système d'autorisation et d'évaluation des pesticides. Et on se rend compte que des produits qui sont sur le marché depuis plus de 20 ans, auxquels les gens sont exposés, sont cancérigènes. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous battons pour avoir une abolition de l'utilisation des pesticides de synthèse. On demande une amélioration des systèmes d'évaluation, mais in fine, il faut absolument que les États membres se dirigent vers l'agroécologie. Alors, il y a beaucoup de discours, beaucoup d'intentions d'y aller, mais ce qu'on voit dans les faits, c'est que dans la plupart des États membres, la consommation de pesticides ne diminue pas, dans certains en particulier augmente. Et donc ça, clairement, c'est pour nous la seule solution, parce que on ne peut pas continuer à déverser des produits chimiques dans notre environnement et à détruire la santé humaine et la biodiversité. On a besoin d'un changement de paradigme, en fait, d'un changement d'approche, au-delà simplement de l'amélioration des mécanismes d'évaluation. On a besoin d'un changement d'approche sur ce qu'est l'agriculture, au final. Oui, effectivement, actuellement, lorsqu'un pesticide est interdit, les agriculteurs demandent avec quel pesticide peut-on le remplacer. Et là, les États membres ne jouent pas leur rôle de conseil aux agriculteurs pour remplacer les pesticides par des méthodes non chimiques qui sont très nombreuses, qui demandent beaucoup de connaissances et pour lesquelles il faut un suivi, un soutien aux agriculteurs. Actuellement, on soutient les agriculteurs financièrement par la politique agricole commune, mais en contrepartie, selon nous, on devrait exiger qu'il y ait une progression vers des méthodes agroécologiques dépourvues de pesticides de synthèse. Peut-être une amélioration justement intégrée dans une version revisitée de l'EFSA telle que votre, en tout cas après la publication du rapport de Pan-Europe. Bon, merci beaucoup, Martin Dermine, d'avoir répondu à ces questions puis d'avoir éclairé un peu notre lanterne sur ce rapport.